Radio J. Médiasphère, Emmanuel Aumonier. Radio J. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio J et dans Médiasphère. Ce soir, j'ai la chance de recevoir Daniel Riolo, journaliste sportif spécialisé dans le football. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors, on va parler pas uniquement de foot en pur et dur, on va pas se demander si Lens va rattraper le Paris Saint-Germain. On va s'interroger un peu sur le journaliste sportif, la façon dont il est traité, dont il est pratiqué surtout en France. Dans cette émission, on s'intéresse aux médias, on s'intéresse à ceux qui les font et justement, Daniel Riolo, vous en faites partie. Est-ce que le journaliste sportif, c'est une voie que vous avez choisi dès le début, naturellement, ou vous vous êtes posé la question longtemps de faire autre chose ? Ça dépend à quel moment se pose la question. Si c'est l'envie quand le journalisme m'a intéressé, à savoir quand tu es petit, qu'on te dit qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand. Donc effectivement, le journalisme, c'était un métier qui m'attirait. Et à ce moment-là, forcément, comme j'étais dingue de foot, oui, aller à la télé ou à la radio, parce que effectivement c'était peut-être plus l'audiovisuel à ce moment-là. Forcément, je regardais la télé, qui m'attirait. Et évidemment que le journalisme dans le foot, c'était quelque chose qui ressemblait un peu à un rêve de jeune garçon. Après, en revanche, et après les années très loin de ce métier-là, puisque j'ai fait du droit et que je pensais me diriger vers autre chose avant de finalement rattraper ce rêve de jeunesse, à ce moment-là, ça m'était plutôt égal. Oui, évidemment, j'aimais toujours le sport, évidemment, j'aimais toujours le foot, mais peu importe, c'était journaliste, plein de choses m'intéressaient, donc j'aurais très bien pu, je ne sais pas, m'orienter. Bon, évidemment, j'aurais pas fait journaliste scientifique, ça, d'accord, ça c'est sûr, j'étais une bille en sciences et ça m'intéressait pas trop, donc et pas non plus journaliste de bagnole. Parce que j'y connais rien en bagnole. Mais parce qu'on voit, c'est vrai que dans vos analyses du football, du sport, ce qui vous démarque aussi parfois de vos autres confrères, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment une volonté de rajouter parfois du politique, parfois du sociétal, parfois du géopolitique quand il s'agit du Qatar. Mais c'est parce qu'il y en a dans le foot. C'est parce que le foot n'est jamais... Mais il y en a qui le font moins aussi quand même. Oui, d'accord, mais c'est parce que le foot n'est jamais une histoire de 11 mecs contre 11 mecs dans un rectangle vert. Parce qu'il y a tout un environnement, parce qu'il y a de l'économie, parce que oui, comme tu l'as dit, il y a du politique, parce qu'il y a des gens qui vont au stade, et qu'est-ce qui fait qu'ils vont au stade dans telle ou telle tribune, qu'est-ce qui fait qu'un joueur se comporte de telle et telle façon. Évidemment qu'il y a 1000 choses à expliquer autour du foot. Est-ce que je le fais parce que les autres matières m'intéressent ? Oui, probablement. Donc pour en revenir à ta première question, oui, j'aurais pu, ça ne m'aurait pas du tout dérangé de toucher à d'autres matières. Et d'ailleurs, au tout début, mes premiers stages étaient plus dans le domaine de la culture que du foot. Le sport est revenu après dans ma vie. Et d'ailleurs, même quand j'ai commencé le sport, pendant plus d'1 an, j'ai suivi le tennis, que j'adore autant que le foot. Le tennis offre peut-être moins de matière à discussion. C'est moins populaire au sens... Déjà, c'est moins populaire. Et effectivement, là, on va dire qu'on est beaucoup plus souvent dans deux mecs qui s'affrontent sur un court. Ouais. Quoi. Il y a moins d'identité, il y a moins de problèmes de société. On est plus dans... Là, ça aurait été un journalisme très intéressant parce que c'est vraiment un sport que j'adore. Mais bon, c'est presque un journalisme un peu vacances, quoi, parce que tu es toujours dans des endroits fabuleux. Ouais. Ça a été une année pour moi, suivre le circuit extraordinaire. À chaque fois que j'en parle, pour moi, c'est fabuleux. Et le foot est revenu finalement après tout ça, quoi. Est-ce que dans le milieu du journalisme, les journalistes sportifs sont parfois un peu, pas méprisés, parce que le mot serait trop fort, mais considérés un peu comme des cancres, on se dit, bon bah voilà, c'est pas les... Je crois que ça l'a été longtemps. Ça a longtemps été le cas. J'avais raconté ça dans un livre précédent, Mon cher football français, où je raconte mes premières expériences, notamment à Radio France, où effectivement le sport était vraiment mis de côté. C'était à la fin du journal, quoi. C'était les 2 dernières minutes si on a le temps. Et effectivement, on va dire, le monde intellectuel et le monde du sport ne se sont pas rencontrés pendant des années en France. On a commencé à
à développer ce qu'on appelle la culture foot, c'est-à-dire avec effectivement le fait de s'intéresser à autre chose que 11 mecs contre 11 mecs. C'est arrivé tard, hein, j'ai presque envie de dire, à la limite dans les années 2000. Hein. Jusque-là, il y a eu un phénomène dans les années justement 2000, il y a eu SoFoot qui s'est créé. C'est vrai. Il y a eu, après, il y a eu les cahiers du foot un petit peu avant. Il y a Le Monde qui s'est beaucoup intéressé au... J'ai toujours dit qu'on était assez cousins, parce que nous, pareil, dans les années 2000, on est arrivé avec la volonté de faire ça. Ça a pris du temps d'avoir notre émission à l'antenne. Il a fallu qu'on s'impose. SoFoot était né 2 ou 3 ans avant, où effectivement, il développait un côté nostalgique et il racontait des histoires, parce que même quand tu racontes des histoires de supporters, même quand tu racontes des histoires de supporters, je sais rien, c'était très à la mode à l'époque de parler même de l'Argentine, où le monde intellectuel et le foot s'entrechoquent depuis très très longtemps. Même quand tu parles d'un derby Boca River, les riches contre les pauvres, qu'est-ce que ça veut dire socialement dans une ville comme Buenos Aires? SoFoot a commencé par faire ça, et ça a intéressé tout le monde. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que peut-être les gens de notre génération ne s'intéressaient pas uniquement à 22 mecs avec un ballon. Mais après tout, il faut dire aussi que si pendant des années, les journalistes de sport ont été un peu méprisés, peut-être aussi qu'ils le cherchaient, parce qu'ils n'avaient pas envie de faire plus. Peut-être que beaucoup de nos aînés, confrères, voulaient pas faire plus. C'est quoi, c'est le modèle de l'équipe, ça? Non, pas forcément le modèle. Non, en plus, pas forcément eux. Quoi. Dans l'audiovisuel, on était c'est plus le modèle France Télévisions. Était dans l'idée, t'es là pour raconter. T'es là pour raconter ce qui se passe. Tu véhicules une émotion. Et il a gagné, t'es content. Il a perdu, t'es pas content. Il a perdu, ça doit être de la faute de l'arbitre ou du mauvais temps. Et puis, on passe à autre chose, quoi. Et tous ces gens-là étaient en plus très très contents de faire le métier de cette façon-là. Il n'y avait pas d'esprit critique, alors que tu as un esprit critique en politique, en cinéma, en économie, tu as des idées qui s'affrontent et des opinions qui peuvent s'affronter dans toutes les matières. Mais le sport, il n'y avait pas. Le sport, il n'y a pas de t'as mal joué, t'as bien joué, t'es allé au stade, t'es pas allé au stade. Si t'y vas, t'y vas comme au spectacle et t'applaudis. Et puis si t'es pas content, tu dis rien. Tu perds, t'es nul. Voilà, c'était très très basique. Mais personne essayait de dire les choses autrement. Donc après tout, si ces gars-là étaient un petit peu mis de côté ou un peu méprisés, je pense qu'ils le cherchaient bien, ils s'en foutaient. L'image qui est un peu clicheton des mecs qui sortent de la rédac pour aller au resto et déjeuner de midi à 16h avec 3 bouteilles de pif, en même temps je l'ai vu et ça a existé. Donc les mecs peuvent bien vouloir dire tu nous prends de haut ou tu te fous de notre gueule et tout. Et je pense que je l'assumerai parce que je les ai vus et oui, les mecs en avaient rien à foutre. Attends, suivre les épreuves de sport, c'est même pas un métier, c'est de la rigolade. Tu vas au stade, tu vas voir machin, tu vois, c'était des métiers en or. Alors c'est toujours un métier en or, j'estime toujours que je fais un métier en or. Mais là, c'était vraiment la grande vie, quoi. Vous dites souvent que la France n'est pas un pays de foot, qu'on n'a pas une culture... Je le dis beaucoup moins. Je le l'ai dit pendant des années quand j'ai découvert, quand j'ai grandi, que je regardais à la télé, que je suivais. Qu'est-ce qui a changé alors? Je pense qu'à partir de France 98, on s'est aperçu que toute une population pouvait être et vivre des émotions grâce à une équipe de foot, et ça a signifié quelque chose. Et surtout à partir de là, il y a même. Mais est-ce qu'il y a la même vie intellectuelle qu'il y a dans d'autres pays sur le sport, par exemple en Angleterre, en Italie? C'est vrai qu'on a des débats tactiques plus intéressant qu'ils sont trop payés en France. C'est toujours on est toujours un peu là quand même. Non, il y a eu quand même une vraie évolution. Il y a de plus en plus d'intellectuels qui parlent de foot. Il y a des écrivains qui s'y intéressent. Il y a des gens du spectacle qui s'y intéressent de plus en plus. Non, il y a eu un vrai bouleversement en France. Qui date, je te dis, des années 2000 et je sais pas, même sur Twitter, tu as des comptes, c'est des gens en plus qu'on reçoit régulièrement dans l'after, tu as un compte géopolitique du football, des revues, des livres, il y a une littérature du football qui est beaucoup plus grande. Il y a 30 ans, elle n'existait pas du tout. Aujourd'hui, on écrit des livres, on raconte des histoires. Non, vraiment, il y a une vraie évolution de ce côté-là. On est en gros progrès quand même, vraiment. Et est-ce que quand on regarde justement cette culture foot dont tu dis qu'elle a quand même grandi, elle a évolué en France, elle a été aussi diffusée par justement les joueurs de France 98 qui pour beaucoup sont dans les médias aujourd'hui et sont
des consultants plutôt intéressants comme Franck Leboeuf, comme Christophe Dugarry, Thierry Henry l'a été aussi, je crois qu'il y est de nouveau en ce moment. Est-ce que tu as l'impression que les champions du monde, les derniers champions du monde français seront aussi intéressants que les champions du monde 98? C'est difficile à dire. Après, attention, dans les France 98, tous n'ont pas été fascinants à écouter, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup maintenant à l'antenne, tu m'y fais penser. Francky a pris un peu du recul maintenant, mais il a longtemps eu un regard avisé. Manu Petit, avec son énergie habituelle, est toujours intéressant. Dugas était probablement je pense que maintenant il est revenu en plus, mais ça a longtemps été vraiment une vedette parmi les consultants. Je pense qu'il y a vraiment une progression de ce côté-là, des consultants. Mais en fait, la plupart du temps, tu t'apercevais que c'est juste parce qu'ils ne voulaient pas se lâcher et dire réellement ce qu'ils pensaient. Parce qu'ils avaient peur de froisser les amis, parce qu'il y a un corporatisme dans le football, c'est une sorte de grande famille, en fait pas vraiment une grande famille, mais enfin bon, parce que off, ils te tenu en tout cas. Oui, parce que off, ils te disent réellement ce qu'ils pensent, et puis après au micro, ils se retenaient. Mais je pense qu'à RMC, parce que pendant très longtemps, on faisait attention dans le recrutement à ce que ce soit pas. Christophe Dugarry, il se retient pas. Exactement, lui ça a été un des premiers, ça a été vraiment un des pionniers du gars qui commence à parler, à ne pas avoir peur, à ne pas vouloir froisser les gens et tout. Et RMC s'est orienté à un moment dans le recrutement de personnalités qui avaient réellement des choses à dire et qui avaient surtout envie de les dire. Et effectivement, derrière du gars, t'as Jérôme aujourd'hui, Eric Dimeco. Exactement, et t'en as eu plein d'autres. Et les autres ont suivi. Sur Canal, tu as également des consultants. Pas tous, mais t'en as. Habib est devenu à un moment également, lui, une vedette du métier. Il y en a eu de plus en plus un petit peu partout. Et de ce côté-là aussi, on a une vraie progression parmi les consultants qui n'hésitent plus à réellement dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et c'est comme ça qu'on fait progresser de toute façon la culture d'un pays. Et c'est comme ça que ça se passe à l'étranger aussi, ou quelle est la spécificité de la façon de traiter je pense que maintenant, c'est un petit peu partout pareil. Dans tous les pays, t'as les bons et les mauvais. Mais sauf que nous, on avait vraiment que des robinets d'eau tiède et que depuis maintenant une bonne dizaine d'années, tu as également des gens qui n'ont plus peur de froisser les éventuels amis. Donc on a rattrapé notre retard dans ce domaine. Je vais même te dire qu'il y a des pays qui sont en recul. Je pense qu'en Italie, c'est beaucoup moins pertinent l'analyse foot qu'il y a quelques années. Ou alors, il faut aller sur des médias un peu plus, comment dire, un petit peu plus marginaux, comme la Bobo Télé, où t'as à l'écran en split 4 ex-gloires du foot qui parlent foot, et c'est franchement assez fascinant déjà comme concept et très intéressant à écouter, avec un Cassano qui est déchaîné. Et franchement, c'est vraiment assez novateur, assez intéressant. Et souvent, quand on regarde ça, on se dit qui on pourrait imaginer comme 4 ou 5 anciens joueurs français qui en plus se dirigeraient tout seuls. Ils n'ont même pas de journalistes avec eux. Il y aura peut-être Patrice Evra dedans. Mais pourquoi pas? Mais en tout cas, les mecs y vont et souvent c'est intéressant à écouter. Donc tu vois, il y a aussi cet aspect des médias pas traditionnels où peuvent se développer des choses très intéressantes. C'est le cas d'ailleurs également dans notre métier. Tout n'est pas bon, mais dans la galaxie des réseaux sociaux ou sur Insta, bref, sur ce qu'on appelle le net, je ne sais même plus si on dit ça maintenant comme ça, mais tu commences même à y avoir des émissions avec des jeunes et tout qui sont plutôt pas mal maintenant. Il y a un angle mort, par contre qui n'est souvent pas traité par les médias et dont tu parles dans ton dernier ouvrage qui est au Football Club, qui est sorti le 12 avril dernier chez Hugo Sport, coécrit avec Abdelkrim Branin. C'est les phénomènes notamment de raquettes où tu expliques que tout le monde est à peu près au courant, même toi un peu, mais sur les bases de rumeurs plus que de faits, et c'est pas vraiment pas de rumeurs plus que de faits, d'histoires off que tu peux pas toujours raconter, parce que à un moment t'as besoin de matière un petit peu plus solide. Effectivement, c'est quelque chose, je l'abordais un peu dans le livre d'avant, mais Racaille Football Club ? Non, mon cher football français. Et je disais toujours qu'à un moment, il faut vraiment qu'on se penche dessus, parce qu'on entendait de plus en plus ces fameuses histoires de protection. C'était de plus en plus le joueur de foot qui était entouré par une sorte de nébuleuse entre le chauffeur, le majordome. Au début, tu te dis, ah bah oui, forcément... Et ça, il y a eu peu de reportages là-dessus. Forcément, ils ont besoin d'un chauffeur, forcément, ils ont besoin d'un majordome. Tu sais, tu te disais, bon, ils ont du blé. Donc, il y a tout un tas de services qui se développent autour.
jour, quoi. Il y a plus que l'agent. On avait l'image du joueur de foot avec son agent. Puis l'agent réglait un petit peu tout. Puis tu t'aperçois que l'agent, il est là pour régler le contrat, demander l'augmentation de salaire ou la prolongation de contrat ou le transfert. Et puis après, d'un coup, tu t'apercevais qu'il y a ce qu'on appelle les amis. Et puis dans ces amis, des gens qui développent un tas de services. Ça peut aller de je réserve la table au resto, je te conduis, je m'occupe de tes enfants pendant que tu vas dîner avec ta femme. Et toute cette galaxie de nouveaux services, à l'intérieur, tu trouvais aussi la dimension protection, qui pouvait être assurée par les mêmes personnes. Et dans toute cette nébuleuse, dans ce système de protection qui fait un peu penser au système mafieux, tu te dis, protéger de quoi ? Protéger des gens qui vont en vouloir à ton portefeuille. Et après, en regardant de plus près, tu pouvais t'apercevoir que ceux qui étaient censés te protéger de ceux qui en voulaient à ton portefeuille étaient les mêmes qui en voulaient à ton portefeuille. Et effectivement, quand t'entends « Ah, mais tu sais que Mathieu dit, il a des emmerdes, rapport à des vieux amis et tout, une fois. » Puis après, t'entends que Kanté, c'est la même chose, et lui, c'est même plus grave, il reviendra jamais en France. Là, tu dis, ah ouais, bon, ok, t'écoutes, tu sais pas trop, c'est difficile. Alors, tu sais, c'est un ancien agent d'image qui lui réclame de l'argent. Et puis, quand chaque année, tu vois la rubrique des transferts, Kanté au PSG, Kanté va peut-être revenir, machin. Puis en fait, tu sais très bien que ça ne se fera jamais et qu'on te dit, arrêtez d'y croire, il ne peut plus remettre les pieds en France parce qu'il y a des gens qui l'attendent, qui ceci, qui cela. Bon, ok, là, ça commence à se matérialiser de plus en plus parce que ce système de protection ne fait plus que t'en parler. Tout le temps. Après éclate l'affaire Pogba, où là, pour la première fois, un joueur, et puis en plus de renommée internationale, se décide à aller parler à la police. Et ça lui a pas forcément porté chance, d'ailleurs. Et ça lui a pas porté chance, de toute façon. Et déjà, je pense qu'il était handicapé par ce problème depuis pas mal de temps, que ce problème était réglé par son ancien agent, Mino Raiola. Et quand celui-ci est mort, parce que je pense que c'est lui qui réglait les problèmes, et qui réglait ce que j'appelle les problèmes, c'est les dettes à payer aux vieux amis. Et quand ça ne s'est plus fait, Pogba il s'est retrouvé complètement perdu au milieu de cette fameuse nébuleuse de vieux amis d'enfance qui lui demandaient de l'argent. En plus là, il a famille, donc c'est encore plus proche. Avec à l'intérieur un frère qui a un comportement qu'on a encore du mal aujourd'hui, malgré l'enquête, à déterminer est-ce que il était à cheval entre oui, j'en veux à mon frère qui visiblement m'a pas bien traité et j'ai peut-être fait le con à aller parler aux vieux amis, mais les vieux amis étaient censés être réellement des amis. Bref, ça a donné une situation complètement ubuesque où le joueur s'est retrouvé dans un appartement avec 2 mecs armés, lui demander des comptes et des fameux règlements d'arriéré de cette protection dont on parlait. Et là, pour la première fois, un mec va au flic pour raconter ça. Et ça, c'est nouveau. Alors, il y a une autre chose qui est nouvelle et dont tu parles dans le livre, c'est le fonctionnement de la Fédération française. Alors, à la fois, c'est nouveau parce que pour beaucoup, on l'apprend maintenant, mais ça dure quand même depuis de nombreuses années, voire presque quand même beaucoup plus. C'est le système que Le Gret a mis en place à partir des années début des années 2010. Quoi. Et ça, c'est pareil. Pourquoi est-ce que la presse sportive ne s'en est pas saisie ? C'était quand même évoqué, mais après le Gret... C'était évoqué, mais en rigolant un peu. Tout le monde savait que le Noël Le Gret, il picolait un peu, etc. Mais c'est jamais été traité sérieusement. Mais parce que t'as plein de gens qui en parlaient pas. Tu sais, c'est toujours pareil, si les gens veulent pas parler, si t'as une forme d'omerta sur les personnes que nous, on a interrogées et qui disent « ouais, il s'est mal comporté, il a fait ci, il a fait ça », c'est difficile quand elles ne veulent absolument pas dire qui elles sont. Et d'ailleurs, honnêtement, s'il n'y a pas l'audit... Je suis pas sûr qu'on finisse par savoir. Jusqu'à ce qu'il y ait l'audit, quand moi je parle à des femmes concernées, et je le raconte dans le livre, toutes elles disent il est hors de question que je donne mon nom, parce que ça peut nous retomber dessus, parce qu'on a des clauses de confidentialité quand on s'est fait virer, parce que on peut être attaqué, parce que si jamais on veut retrouver un club ou une fonction dans le football, on va dire qu'on est celles qui ont balancé. Il y en a eu, il y a des femmes à qui j'ai parlé qui ont eu cette réaction-là, qui n'étaient pas contre m'a raconté réellement les choses, qui m'encourageaient à aller plus ça doit t'agacer un peu. C'est comme quand tu dis que les joueurs qui ne parlent pas et qui à un moment donné devraient peut-être... Pour les femmes en question, ça ne m'a pas agacé, ça m'a fait de la peine. J'étais touché, je dis il faut qu'on avance, il faut qu'on fasse quelque chose. Là où ça m'a agacé, c'est certains agents. Qui disent ok, on te raconte des trucs mais on dit pas. Je dis oh putain, si vous voulez que les choses avancent et tout, à un moment il y en a bien un quand même qui va se bouger le cul pour parler. C'était devenu un peu pénible d'entendre sans arrêt je veux pas ceci, je veux pas être le premier à avoir mon nom. Ça c'était un peu pénible. Donc pour en revenir à la Fédé, heureusement qu'à un moment il y a eu une conjonction de médias qui en ont parlé. Il y a eu l'enquête de SoFoot, nous ça faisait très longtemps qu'on était dessus et qu'on disait pas mal de choses.
Et dans la foulée, quand la ministre a dit on va monter un audit, au début, moi j'ai un peu peur parce que je me suis dit l'audit, il est mené par des enquêteurs qui connaissent pas forcément la matière, est-ce qu'ils vont poser les bonnes questions, tout ça. Assez vite, on m'a dit non, attendez, ok, c'est peut-être pas, mais ça reste des professionnels. Et à partir du moment où les personnes interrogées vont être dans une pièce avec un représentant de l'État, c'est plus du tout la même histoire. C'est pas un journaliste, c'est pas tu es face à un représentant de l'État qui se présente comme tel. Et on m'avait dit, tu peux être sûr que là, à ce moment-là, ils vont parler. Et je me souviens, j'en doutais encore quand on me l'a dit. Et je me souviens avoir envoyé un SMS à une personne qui s'est retrouvée à un dîner avec Le Gret, donc une femme, et avec des propositions indécentes, et qui ne voulait absolument pas témoigner. Je lui ai dit, est-ce qu'au moins, donc je lui dis, est-ce que par SMS, je lui dis, je connaissais son nom, je connaissais exactement les faits, parce qu'on m'avait tout raconté. Elle m'a juste dit, je confirme, mais je veux pas dire plus. Et je lui ai dit, est-ce qu'au moins, aux enquêteurs, vous allez parler? Et elle m'a répondu par message, aux enquêteurs, évidemment. Et là, j'ai été rassuré. Parce que c'est un cadre aussi peut-être un peu plus rassurant. Exactement. Et là, je me suis dit, ah bon, mais si elle qui a la pire histoire et qui dit à toi, non, journaliste, mais aux enquêteurs, je vais parler, j'ai été rassuré, j'ai même pas insisté. Je lui ai dit, merci beaucoup, bonne continuation. Et là, effectivement, dans la foulée, il y a eu l'audit. Et l'audit, il était accablant. Et ça a été la fin du système Le Gret. Certains ont continué quand même un petit peu à le défendre. Et quand il est parti, il y a quand même pas limite une haie d'honneur avec des gens qui pleuraient pour son départ, dont tous ces membres du COMEX qui auraient dû être virés d'ailleurs en même temps. Enfin bon. Mais après, en off, ils étaient tous contents qu'ils se barrent. C'est ça le truc. C'est la différence entre ce qu'ils disent, ce qu'ils ne disent pas, les employés qui balancent tout. Et puis c'est l'histoire de quelqu'un qui perd de sa puissance aussi. Voilà. Et puis au moment où il s'en va, au revoir président, on vous regrette. Et puis en fait, qu'ils n'ont rien à cirer, qu'ils sont contents qu'ils ne soient plus là. Quoi. Bon, ça, toute cette hypocrisie, c'est toujours un peu la même histoire dans ce genre de cas. Quoi. Alors l'histoire du football, c'est aussi le football de club. Et le football de club aujourd'hui, il est quand même de plus en plus stéréotypé, en tout cas dans les investisseurs. On a des grandes puissances, la Chine, les États-Unis, puis surtout les Qatar, Arabie Saoudite, qui investissent dans des clubs, qui s'en emparent, qui les font parfois grandir ou qui les transforment, et qui en font aussi des vitrines, des outils de lobbying. Ces clubs perdent, on va être clair, ils perdent de leur identité. On a des joueurs qui sont de moins en moins formés au club. Même les joueurs qui sont formés au club, souvent, ne sont pas de la région. Est-ce que, à terme, vous pensez que ça va influer sur la façon dont le football est justement un sport populaire? Est-ce que les Lensois, les Auxerrois, je ne vais pas citer d'autres exemples étrangers, mais vont en avoir marre au bout d'un moment d'avoir une équipe qui ressemble exactement à une autre équipe à 500 ou à 1000 km à la ronde? Écoute, pour les deux cas que tu as cités, il se trouve que Lens, c'est un Français d'origine arménienne, qui est certes pas de Lens, donc Monsieur Ougourian qui a repris le club, et Auxerre c'est un Chinois qui évidemment ne devait pas savoir où était Auxerre avant d'arriver au club. C'est des discussions qu'on a souvent dans l'émission, dans l'after, et le thème de l'identité du foot, des clubs, du supporter, des joueurs, c'est en plus quelque chose qui passionne les amoureux de foot. L'identité, c'est un thème dans le football qui est très importante. Mais il se trouve que les Lensois étaient vraiment dans la merde. Et après, c'est des exemples, hein. On pourrait prendre Chelsea. Ces deux-là, je les trouve assez marquants parce que Lens était vraiment dans la merde et avait connu une période de réussite avec un patron local, en l'occurrence Gervais Martel, mais qui, au bout de sa gestion, a fini par couler le club. Après lui avoir fait connaître des heures de gloire. Après l'intervention Mamadov aussi, quand même, un peu. Hein. Oui, non, mais d'abord, le club a coulé avec Martel. Et puis, c'est eux qui ont choisi cet investisseur d'Azerbaïdjan qui a encore plus fait couler le club. Et derrière est arrivé Ougourian. Ougourian, il a fait remonter le club. Il a nommé les bonnes personnes. Je ne veux pas te dire que l'équipe elle est 100% ch'ti, c'est pas vrai. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui le stade est plein et que je pense que en termes de ce que donne l'équipe, valeur du club, ambiance globale, on est dans une réussite qui est quasi totale. Donc finalement, ça serait secondaire alors? Pas forcément. Ça dépend ce que tu fais en fait, qui tu nommes et la façon dont, même si tu es un étranger, tu peux respecter l'identité. Auxerre, le Chinois, quand il est arrivé, Monsieur Zhou en l'occurrence, ça évitera de l'appeler le Chinois, ça a fait un peu flipper.
ça n'a pas bien marché au début. Il a commencé à dire ouais, on va mettre Auxerre en Ligue des Champions. D'où il débarque lui pour dire un truc pareil. On fait ça un peu dans chaque club. Hein. Nice, c'est pareil quand les Anglais sont arrivés. Néanmoins, Auxerre est remonté en Ligue 1. Auxerre va rester en Ligue 1 et qu'Auxerre soit en Ligue 1. C'est en soi déjà un exploit, hein, parce que certes il y a eu des périodes de gloire où le club a même fréquenté la Ligue des Champions, mais à la limite ça c'était une anomalie, c'était de l'exploit permanent qu'une ville de 40 000 habitants, peut-être même un petit peu moins, soit déjà sur la carte de France. Ça l'a été grâce au football, grâce à un homme, Giroud, et aille si haut. Mais si tu prends la dimension bassin de population, moyen économique, le club déjà, ne serait-ce que d'être en Ligue 1, c'est déjà bien. Et le club avait été descendu parce que personne ne voulait le reprendre. Parce que la grande question c'est qui le reprend, les clubs? Est-ce qu'il y a des gens, des Français, donc des locaux? Si on veut respecter cette identité, il faut que ce soit des locaux. Mais est-ce qu'il y en a? En fait, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'on arrive à gagner de l'argent quand on reprend, par exemple, un club de Ligue 1 Est-ce que c'est pas du mécénat de toute façon? Ouais, du coup, il faut faire de la géopolitique pour compenser. Exactement. Il y a très peu qui gagnent de l'argent, très franchement. C'est vrai que c'est la question qu'on se pose, c'est pourquoi ils y vont, souvent. Alors, tu as ceux qui font de la politique à travers le football. Tu as ceux qui viennent et qui se disent que le trading, ça va leur rapporter du blé. En gros, on achète des joueurs pas chers, où on les forme et on les revend. Et donc, c'est là que ça devient le plus inquiétant pour moi, c'est si nos clubs ne deviennent que des entreprises de trading pour revendre aux Allemands ou aux Anglais. Et en fait, on devient une usine à joueurs avec un produit standardisé que tu refiles comme ça. Donc, pour en revenir au côté identitaire, tu as autant de locaux qui ont coulé les clubs que d'étrangers qui les ont fait réussir ou qui les ont coulés. À Bordeaux, les Américains ont coulé le club en Ligue 2 et c'est un Luxembourgeois qui va peut-être faire en sorte qu'il remonte en Ligue 1. Mais c'est le mode de gestion, c'est qu'est-ce que tu veux faire du club. Si, encore une fois, c'est juste pour prendre des jeunes... Pour vous, les investisseurs étrangers, il n'y a pas à être inquiet pour la popularité du football dans les années à venir. Moi, évidemment, on fantasme toujours sur l'investisseur local, mais sauf qu'il n'y en a plus. Moi, demain, le Qatar se barre du PSG, moi je suis content. Qui reprend le club? Alors peut-être que le PSG... Non, en plus, j'allais dire une bêtise. Je suis sûr que si demain les Qataris mettent le club en vente, moi je pense que c'est des investisseurs américains qui viendront. Parce que c'est trop gros comme marque pour qu'il y ait encore une entreprise française que ça intéresse. En fait, la France, par tradition, n'a eu à la tête de ses clubs que des barons locaux pendant des années. Le petit entrepreneur, le chef de PME. Et rarement des gros patrons, quoi. Il y a eu Aulas à Lyon qui est devenu un gros patron en parallèle de sa réussite à l'OL. Il y a eu Pinot à Rennes, mais Pinot à Rennes, c'est totalement du mécénat. Oui, totalement. Après, pour le reste, c'était de l'entrepreneuriat local. À l'époque de Claude Bèze, l'expert comptable qui prend le club. On a eu Tapi, l'homme d'affaires, qui était d'ailleurs, qui était pour le coup un Parisien qui prend l'OM. Si en plus on doit revenir en arrière, c'est pas non plus l'exemple identitaire. On pourrait dire que c'est parfait. un investisseur étranger aussi. Et en l'occurrence, pour les Marseillais, souvent ce qui vient de Paris, c'est un peu l'étranger. Et leur totem est un Parisien. Quand on regarde comme ça, Strasbourg est dirigé par un Alsacien. Depuis longtemps, Marc Keller. Voilà. Il a repris le club tout en bas. Ce sont des Alsaciens qui dirigent Strasbourg. Voilà, c'est vraiment l'exemple le plus net. Il y a la famille Nicolin à Montpellier. Pour le reste, on n'est plus du tout là-dedans, quoi. On est dans un autre football. On va terminer cette émission par le questionnaire des médias. Je vous pose des questions et vous me répondez un peu sur votre consommation de médias. Quel est le réseau social que vous utilisez le plus? Twitter. La chaîne de télévision que je regarde le plus? Manifestement, il n'y en a pas une particulièrement. Tout compris, ça doit être la nôtre, ça doit être BFM. La station de radio? La mienne, RMC. Oui, forcément. Quel est le dernier film que vous ayez vu au cinéma? Au cinéma, ça fait un petit moment. Moi qui étais un énorme consommateur de cinéma. La dernière pièce de théâtre? Si, je sais ça, mais là, tu me prends de court. Ça va pas revenir tout de suite. Oui. Alors, la dernière série, alors? Ah là là. La dernière série, je crois que j'ai regardé Fauda. Alors là, on a une réponse. Le journal ou magazine papier de référence, celui que vraiment vous feuilletez le plus volontiers. Tous? Je lis tous. Je lis obligatoirement l'Équipe tous les matins. Je lis le Parisien, je lis le Figaro tous les matins. Je pense que le meilleur journal, c'est le Figaro. Les dernières questions sont plus foot. Votre ancien joueur, donc plus en activité, préféré? Platini. Platini, l'actuel?
celui qui vous a le plus le plaisir à voir ou que vous appréciez le plus humainement, ça peut être aussi. Non, humainement, je le connais pas, mais effectivement, j'aime toujours voir De Bruyne sur un terrain. Ouais. Même question pour les entraîneurs, passés et actuels. Entraîneur qui vous a fait le plus rêver. Actuellement, c'est sûr, celui qui suscite le plus d'intérêt, c'est toujours Guardiola. Alors pour le coup, lui, humainement, il me plaît pas trop, mais ses équipes sont quand même toujours très intéressantes. Et du passé. Ouais. Je sais pas, parce que ça fait longtemps que les entraîneurs, ceux que je suis, ils sont encore en activité. Il y en a plus beaucoup. Bon, on n'est pas obligé d'être dans le passé. On peut être, dans le passé. dans le présent. Saki était assez fascinant, effectivement. Était assez fascinant ce qu'il a fait. Surtout le gars, je suis pas du tout un joueur de foot et avec mon cerveau, je révolutionne le football. C'est sûr que c'est fascinant, bien sûr. Ouais. Ça marche. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous, Denis Riolo, d'en avoir été merci de m'avoir invité. On vous souhaite des années peut-être plus heureuses avec le Paris Saint-Germain. Novembre au cinéma, le dernier film que j'ai vu. Bon, voilà. Sur le buzz. Ça date un peu, mais j'ai retrouvé. Et pour le livre, on recommande aux auditeurs KO Football Club, coécrit avec Abdelkrim Branin, sorti chez Hugo Sport. Et la dernière pièce, c'est avec mon ami Jérémy Lopez à la Comédie Française. Tout revient. Tout revient. Putain, il m'en voudrait d'avoir oublié le titre. Mon Dieu. Mon Dieu. On la retrouvera en post-production. Bon. Je vous retrouve pour un prochain numéro de Média Expert. Bonne soirée. Merci.